a-t-on ce genre de représentation? Et si oui, en quel sens? Donc, la réponse, c'est que oui. Mais ce n'est pas... C'est un peu compliqué. Alors déjà, en quel sens est-ce que c'est compliqué? La première difficulté, c'est que... donc, première difficulté. Donc, je suis passé outre ce petit fait embêtant avant, quand j'ai introduit le produit hermitien. Mais en réalité, donc, petite subtilité que j'avais passée sous le tapis, en réalité, il n'est pas exactement vrai que si f est une fonction continue par morceau de pi périodique avec non nul, alors son produit scalaire contre elle-même est non nul. Alors c'est quasiment vrai, mais quand vous avez des fonctions continues par morceau, vous pouvez très bien avoir une fonction qu'on étend par 2 pi périodicité, qui admet des discontinuités ponctuelles, disons en 0, 2 pi, comme ça. Alors ici, toutes les intégrales que vous allez calculer seront nulles. Donc en particulier l'intégrale de f contre elle-même sera nulle. Néanmoins, f n'est pas la fonction nulle. Alors quelle est cette... Donc ceci devient vrai par contre si on se restreint aux fonctions continues. Donc la première difficulté, c'est que les coefficients de Fourier sont insensibles aux valeurs ponctuelles précises des fonctions f. Dans la mesure où si je modifie f par une fonction qui est nulle partout sauf en un nombre fini de points où elle a des valeurs au hasard, les coefficients de f et de cette fonction modifiée par cette fonction essentiellement nulle seront les mêmes. Donc, étant donné que je peux modifier mon f par exemple en lui rajoutant cette fonction, il est impossible on n'aura jamais exactement cette représentation, en tout cas cette égalité, en termes de fonctions définies point par point. Alors, donc la première difficulté, c'est que, je répète, si f et g sont deux fonctions continues par morceau dont la différence est presque partout nulle, donc nulle en dehors d'un nombre fini de valeurs, alors ces deux séries associées à f et à g sont les mêmes. Ok, donc il y a une première difficulté, c'est que les valeurs en fait, de f précises ne pourront pas être retrouvées à partir de la série de Fourier, à partir de ces coefficients de Fourier. Alors la deuxième question, ensuite, c'est en quel sens cette série va-t-elle converger? Alors, un résultat positif, on va le dire comme ça, on va l'énoncer sous forme de lemme. La série de Fourier, ici, cette série de fonctions ne va pas nécessairement converger. Par contre, elle va converger en norme quadratique. Donc, notons pour tout n antinaturel, donc on se donne une fonction f continue par morceau de pi périodique.
Notons pour tout entier naturel n, Sn de f, la somme pour k allant de moins n à plus n des coefficients ck de f de k. Cette suite de fonctions qui sont toutes des fonctions continues même en fait, de classe C infinie, ce sont des polynômes trigonométriques, très précisément, satisfait aux choses suivantes. Donc, premièrement, on va déjà dire que f moins Sn de f est orthogonal à l'espace vectoriel engendré par les vecteurs e moins n, e plus n. En particulier, ça va être orthogonal à Sn de f. Sn de f étant une combinaison linéaire de vecteurs ek entre moins n et plus n, donc Sn de f appartenant à ceci. Donc ceci entraîne que, ainsi que la norme de Sn de f au carré, qui est donc égale à la norme de Sn de f moins f plus f. Attendez. Attention, c'est plutôt f que je veux mettre ici. Donc la norme au carré de f, qui est égale à f moins Sn de f plus Sn de f. D'après Pythagore et l'orthogonalité énoncée ci-dessus, vaut norme de f moins Sn de f plus norme de Sn de f au carré. Et donc, norme de Sn de f, dont on m'a montré immédiatement sa valeur, qui vaut moins la somme de moins n à plus n des Cn de f modulo carré, converge. Et en fait, le Sn de f, c'est le projeté orthogonal de f sur Sn de f. On a aussi que, quel que soit g fonction qui c'est donc polynôme trigonométrique de degré inférieur ou égal à n, la norme au carré de f moins g est plus grande que la norme au carré de f moins Sn de f. Ok, alors ceci va nous dire qu'en un certain sens, on a une convergence. Alors peut-être pas encore une convergence, mais on a une suite dans Sn de f qui sera bornée pour la norme quadratique. Donc faisons rapidement la démonstration. Cette démonstration est vraiment très simple. Alors, calculons donc ces produits scalaires. Pour montrer l'orthogonalité, il suffit de montrer que pour tout k, donc pour montrer cette orthogonalité, il suffit de montrer que pour tout k entre moins n et n, le produit scalaire de f moins Sn de f contre ek, produit hermitien, vaut 0. Donc calculons. On décompose par linéarité en la première variable.
ok. Les coefficients ici sont par définition les coefficients de Fourier, kème coefficient de Fourier de f. Par linéarité, en le produit hermitien, la première variable, on peut sortir la somme du produit hermitien, puisque ceux-ci sont des coefficients. On obtient donc cette somme portée par des produits scalaires, qui, puisque, on l'a vu avant, les EN forment une base, forment une famille orthonormée, valent à chaque fois 0 ou 1, suivant que K et L sont distincts ou égaux. Et au final, il ne survit que le terme d'ordre L égale à petit k, c'est-à-dire CK de f. On obtient bien CK de f moins CK de f, c'est-à-dire 0. OK. Alors, passons au deuxième point. Donc, on a démontré que tous les EK sont orthogonaux à cette fonction. En particulier, Sn de f, qui est une combinaison linéaire finie de ces vecteurs e-n jusqu'à e plus n, est orthogonale à f moins Sn. Cette égalité ici n'est que l'égalité de Pythagore. Donc, par Pythagore, on obtient que donc, norme de f au carré, c'est-à-dire produit hermitien de f contre lui-même, vaut donc, on va le dire comme ça, f moins Sn de f. On va directement le dire en fait, plus simple avec les notations de normes. Ceci vaut donc norme au carré de f moins Sn de f plus norme au carré de Sn de f plus 2 fois le produit scalaire, produit hermitien, en partie réelle. Donc la partie réelle provient du fait que on doit faire le f moins Sn de f. Donc cette partie réelle provient du fait qu'on doit calculer le produit scalaire de f moins Sn de f contre Sn de f, mais aussi le produit scalaire, produit hermitien de Sn de f contre f moins Sn de f. Et on avait vu avant que si on échangeait l'ordre des facteurs dans le produit hermitien, on rajoutait en fait une barre pour la conjugaison complexe, et donc on rajoute ce scalaire à son conjugué complexe, c'est-à-dire on obtient la partie réelle, 2 fois la partie réelle. Et d'après ce qui précède, d'après cette première partie, ce produit scalaire, puisque lui il appartient au des vecteurs de e-n à e plus n, ce produit scalaire vaut 0. OK. Alors, on peut rapidement aussi faire le dernier point. Le dernier point qui nous dit que Sn de f, parmi tous les polynômes trigonométriques de degré O plus n, Sn de f est le polynôme trigonométrique, d'ailleurs l'unique en fait polynôme trigonométrique, qui minimise la distance au carré, peu importe, à f. Donc ceci est un pur calcul. La norme de f moins g au carré, donc g pour moi c'est un polynôme trigonométrique de degré O plus n, s'écrit comme la norme de f moins g moins Sn de f, f moins Sn de f plus Sn de f moins g au carré. On développe à nouveau.
c'est norme de f moins Sn de f carré plus la norme de Sn de f moins g au carré, plus 2 fois la partie réelle du produit hermitien de f moins Sn contre Sn de f moins g. Lui étant un polynôme trigonométrique de degré au plus n, on sait que ce produit scalaire ici, même avant de prendre la partie réelle, est nul. Et cette quantité-là est positive, puisque c'est une norme au carré. Et puisque c'est en fait la norme au carré d'une fonction continue, même d'une fonction qui est un polynôme trigonométrique, cette norme au carré est nulle si seulement si la fonction Sn de f moins g est identiquement nulle. Donc on obtient cette assertion que pour tout g polynôme trigonométrique, la distance de f à g est toujours supérieure ou égale à la distance de f à Sn de f, avec égalité si seulement si ce terme ici vaut 0, c'est-à-dire si seulement si g est égal à Sn de f. Ok. Alors, on n'a pas encore une convergence de fonctions, mais on a déjà un premier résultat de convergence. Donc, ça vaut le coup de l'énoncer. Conclusion. Donc, la série des coefficients de Fourier, on va dire comme ça, la série pour n qui parcourt les antirelatifs des modules au carré de Cn de f convergent. Ok. Et qui plus est, en fait, on a la majoration, peut-être qu'on va l'inclure ici, la majoration suivante par rapport à la norme de f au carré qui provient de l'égalité ici. Ah oui, et bien sûr, il faut, peut-être que je le dise quand même, où donc cette série est définie comme la limite quand n tend vers plus l'infini des séries pour, on va dire, grand N, pour n allant de moins grand N à plus grand N, des modules de Cn de f au carré. Et ceci étant exactement la norme au carré de Sn de f. Puisque la famille En est une famille orthonormée et que donc Sn de f, qui vaut la somme de moins n à plus n des ck de f ek, satisfait que sa norme au carré, à nouveau par Pythagore, est égale à la somme de moins n à plus n des modules de ck de f au carré. Donc ceci provient de Pythagore. Ok. Alors, j'ai aussi affirmé très rapidement que cette suite ici, la suite des sommes partielles, avait une limite, ce qui vient du fait que c'est une suite qui est croissante par rapport à n. Plus n est grand, plus on a de termes positifs dans cette série, dans cette somme. Donc c'est une suite, la suite des sommes partielles est une suite croissante, et puisque à chaque instant
elle vaut norme de Sn de f au carré qui est majorée à chaque instant, lui aussi, par norme de f au carré. C'est une suite par rapport à grand N qui est croissante, majorée, donc convergente. Voilà. Et on peut parler immédiatement de cette limite ou de la série infinie qui est définie comme la somme de comme la limite de cette suite des sommes partielles. Ok. Alors, donc, ce qu'on va maintenant énoncer, c'est pas totalement évident. Ce sera notre premier théorème important de convergence que nous avons déjà énoncé à l'oral. Donc, la suite Sn de f, donc, soit f, une fonction continue par morceau de pi périodique. La suite Sn de f converge vers f en norme quadratique. Dans le sens où la suite suivante la suite des normes de Sn de f moins f au carré, si on veut, ça ne change pas grand-chose. Et c'est plus pratique, tend vers 0, quand n tend vers l'infini. Oups. Ok, donc ça c'est le premier résultat de convergence. Malheureusement, c'est une convergence qui n'est pas extrêmement pratique pour les calculs ponctuels. Donc attention, on ne peut pas en tirer de résultats de convergence ponctuelle de la série de Fourier. C'est-à-dire, je ne peux pas en déduire que, par exemple, ce qui serait le mieux, le plus agréable, la conclusion la plus agréable, par exemple, serait que pour tout x réel, f de x soit la somme pour k parcours en z, ou n parcours en z, des Cn de f, En de x, c'est-à-dire exponentielle Inx. Ça, ce serait vraiment le rêve absolu, mais je ne peux pas pour l'instant affirmer ce genre de choses. Et il faut des conditions plus restreignantes pour arriver à ce genre de résultat. Voilà, donc on vient d'énoncer le théorème de Parseval, sans démonstration bien sûr. C'est un peu technique à démontrer, mais c'est le premier théorème de convergence qu'on a en théorie de Fourier, c'est un théorème très important. Je vous propose comme exercice d'appliquer Parseval à la fonction suivante. Par exemple, on peut prendre une fonction en dents de scie. Donc, qui va bouger entre 0 et pi, qui va être affine par morceaux, et 2 pi périodique, et donc continue. Et déjà, ne serait-ce que d'appliquer la formule vous permettra d'obtenir une identité remarquable. Donc, cette identité dans le cas spécifique ici, permettra déjà d'obtenir une formule absolument pas évidente du tout. Ok, donc pour l'instant on s'est donc contenté d'énoncer ce théorème de Parseval et de le voir comme un premier théorème de convergence. Dans la prochaine vidéo dédiée aux séries de Fourier,
on rentrera un peu plus en détail dans les manipulations des coefficients de Fourier que pour l'instant on a juste défini. En particulier, on verra quel est le lien entre les coefficients de Fourier, par exemple, d'une fonction de la dérivée d'une fonction si elle admet une dérivée suffisamment gentille. Et on en déduira un théorème très simple, déjà, un premier théorème de convergence qui ne demande pas beaucoup d'efforts, de convergence normale, en fait, de la série de Fourier, sous certaines conditions. Et on finira par énoncer deux théorèmes importants de convergence, Dirichlet, qui affirme que lorsque la fonction de classe C1, essentiellement de classe C1, la série de Fourier converge ponctuellement. Et on donnera aussi, en tout cas en forme d'énoncé, le résultat de Fégère, enfin le théorème de Fégère, affirmant que même si la série de Fourier ne converge peut-être pas ponctuellement, quand on en prend la moyenne, donc quand on fait la moyenne de Césaraux des séries de Fourier, de la suite des séries de Fourier, on obtient quelque chose qui, dans des bonnes conditions, va converger ponctuellement vers la fonction de départ. Voilà, donc je vous dis à la prochaine fois. Merci d'avoir écouté.